Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et je vous avais promis que je ferais une vidéo sur AlphaZero. Et là voilà. Donc AlphaZero, c'est un logiciel d'échecs qui a été programmé par Google, par la société DeepMind de Google. C'est en décembre, je pense que c'est au début du mois de décembre 2017 là, qu'ils ont publié le résultat d'un match qu'il a fait contre ce qu'on peut considérer comme notre meilleur module actuel, c'est-à-dire Stockfish 8. Voilà, ils ont fait un match en 100 parties et AlphaZero a gagné largement avec 28 victoires et 72 parties nulles, 0 défaite. Voilà, donc bon, c'est un score très impressionnant. Alors, on peut vraiment débattre très longtemps sur ce thème, déjà parce que c'est très intéressant au niveau de l'intelligence artificielle, puisque le principe c'est que ils lui ont pas expliqué des choses sur les échecs, lui ont juste donné les règles des échecs, donc il est parti de zéro, c'est pour ça qu'il s'appelle AlphaZero, et ils l'ont programmé par contre pour apprendre de lui-même, de ses propres parties. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils appellent ça le machine learning. Donc il a joué des millions de parties contre lui-même et il a appris de chaque partie. Voilà. Donc c'est impressionnant le concept déjà et le fait que ça ait très très bien fonctionné. Voilà. Donc on va voir une des parties. Ils n'ont publié que 10 pour l'instant, 10 victoires parmi des 28 qu'il a fait dans ce match en 100 parties. AlphaZero, donc il en a gagné 3 avec les noirs, 25 avec les blancs, hein. Donc on comprend quand même que d'un point de vue du très très haut niveau, puisque ces ordinateurs ça joue à 3400 Elo à peu près, hein. Enfin c'est une estimation parce que plus on s'éloigne de ce qu'on connaît, c'est-à-dire les joueurs humains, donc on sait que Carlsen, le champion du monde, le meilleur joueur humain depuis plusieurs années, il est à peu près 2830, 2850, ça dépend des années. Donc les ordinateurs, ils les ont estimés vers 3200, 3300, et là, bon, peut-être que AlphaZero, ça commence à jouer vers 3400, voire 3500. Donc, voilà, dans ces eaux-là. Bon, mais après, c'est dur de dire. En tout cas, il y a une grande différence maintenant entre le niveau des ordinateurs et le niveau des humains. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne voit plus de match homme-machine, comme on avait les célèbres, bien sûr, Kasparov Deep Blue, à la fin des années 90. Et puis il y en a eu au début des années 2000 avec Kramnik qui a joué je crois contre Deep Fritz, Kasparov en a refait un, et puis il y a eu un Adams Hydra où il y a eu 5,5, 0,5 pour Hydra, alors que même qu'Adams a quand même un style très solide. Et à partir de là je crois que ça a commencé à s'arrêter. Après ils ont fait des petites exhibitions contre des grands maîtres de bon niveau, mais genre pas les meilleurs du monde, où ils enlevaient du matériel à l'ordinateur, il lui enlevait genre le pion F au début de la partie, ou il lui enlevait 2 pions ou une qualité, et bon, l'ordinateur était quand même plus fort, donc on a compris que il n'y avait plus match. Évidemment, si Carlsen faisait un match, bon ça n'intéresse pas du tout, hein, s'il faisait un match contre le meilleur ordinateur, par exemple Stockfish 8, il ferait de temps en temps partie nulle. Enfin, en tout cas, j'en suis persuadé. Mais le problème c'est qu'il gagnerait probablement jamais et qu'il en perdrait plusieurs, quoi, enfin un certain nombre. Donc voilà, il n'y a pas match en gros. Bon, après en un sens ce serait rassurant de se dire que l'humain peut toujours faire match nul sur au moins une partie contre un ordinateur, mais même ça devient difficile. Voilà. Bon, allez, simplement pour avant qu'on commence la partie, dernière petite parenthèse, parce que comme je dis, on pourrait discuter longtemps. Donc d'ailleurs, vous avez une très bonne vidéo d'1 heure sur la chaîne Blitzstream qui est sortie pile au moment de début décembre, là, où on a eu cette news avec beaucoup d'explications. Voilà, et puis il y a eu, si vous voulez faire des recherches, il y a des articles qui ont été publiés sur internet, c'est intéressant. Et la chose que je voulais dire, c'est que Stockfish n'a pas forcément joué à son niveau optimal pour 2 raisons au moins. C'est-à-dire qu'il n'avait pas, accès à ce qu'il utilise d'habitude dans les matchs qu'il fait contre les autres ordinateurs, par exemple, parce qu'il y a des championnats du monde d'ordinateurs. J'en avais d'ailleurs commenté quelques parties sur la chaîne récemment et puis l'année dernière. Donc il a un arbre d'ouverture, minimum au moins quelques coups pour commencer la partie où il utilise un arbre d'ouverture. Et puis
Les tables de finale, ils sont quand même bien utiles pour évaluer des fins de partie. Longtemps à l'avance, c'est important de savoir le résultat exact de la finale. Alors, ce que j'ai trouvé un peu déséquilibré dans ce match, c'est que AlphaZero, lui, avait accès aux connaissances qu'il a acquises. Alors, pendant qu'il a joué contre lui-même, en quelques heures, hein, alors parce qu'ils ont connecté des milliers d'ordinateurs Google ensemble pour faire cette phase d'apprentissage. Donc, il y a très très grosse puissance de calcul d'ordinateurs ultra puissants connectés entre eux. Bon, un truc vraiment phénoménal au niveau de la puissance de calcul totale. C'est comme ça qu'il a pu apprendre, jouer des millions de parties contre lui-même. Je crois qu'il a joué 70 millions de parties contre lui-même. Non, 40 millions. Bon, enfin, un truc vraiment très très élevé en quelques heures pour dépasser donc le niveau de Stockfish. Voilà. Mais dans ce match où les conditions étaient un peu déséquilibrées, parce que AlphaZero pouvait accéder à tout ce qu'il avait appris pendant ces millions de parties, et Stockfish, on lui donne rien. Bon, perso, je trouvais ça un peu bizarre. Bon. Et en plus, la cadence était acceptable, hein, de 1 minute par coup, mais bizarre, parce qu'aux échecs, c'est pas tu réfléchis 1 minute sur chaque coup. C'est à des moments de la partie, tu sais que c'est plus important, tu prends du temps. Et Stockfish, lui, il a été programmé comme ça aussi, pour prendre du temps sur les moments importants. Donc si tout d'un coup tu lui donnes 1 minute par coup, mais pas plus, bon, alors évidemment, Stockfish, il a un niveau tel qu'en 1 minute, il peut calculer des trucs incroyables. Mais il s'est fait avoir sur des effets horizon, en fait. Quelque chose qu'on voyait il y a longtemps pour les ordinateurs. C'est-à-dire effet horizon, c'est-à-dire que tu ne te rends pas compte que 10 coups, 15 coups plus tard, tu vas te faire avoir. Il s'est fait avoir par des trucs comme ça, en fait. Alors c'était profond positionnellement, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que peut-être que s'il avait eu plus de temps, ça aurait rien changé. Mais je me pose la question, voilà. Parce que si tu as une décision importante à prendre, et que tu réfléchis, et que tes Stockfish, tu calcules donc à peu près 50 millions de coups par seconde, et que tu réfléchis 2 ou 3 minutes par rapport à 1 minute, c'est pas la même. Bon, peut-être que ça aurait pas changé, mais bonne question quand même. Voilà, donc match un peu déséquilibré. Alors bien sûr, j'imagine bien que s'ils avaient mis les conditions, disons, plus équitables, il y aurait quand même eu une victoire d'AlphaZero sans trop de contestation, mais j'aurais été curieux de voir le score. Ça aurait sans doute pas été 28-0. Voilà. 28 victoires à 0. Trêve d'explication, on y va. Il y a eu D4 dans cette partie, donc AlphaZero qui a déterminé aussi, c'était impressionnant, au niveau des ouvertures, quelles étaient les meilleures ouvertures à jouer à force de jouer contre lui-même. Et il a considéré que les schémas de D4 ou de cavalier F3, D4 étaient les meilleurs avec les blancs. Voilà. D4, E6, E4. Alors c'est marrant parce que, pardon. Donc, Stockfish, ben voilà. Alors est-ce que s'il avait une bibliothèque d'ouverture, il jouerait E6? Je ne sais pas. Peut-être qu'il jouerait plutôt cavalier F6. Après, ils ont... Parce que là, sur E6... Après, il a joué plusieurs parties justement, de cavalier F6, disons C4, E6, cavalier F3, une Ouest indienne. Je pense qu'ils ont joué des Ouest indiennes assez souvent, comme ça, voilà. Il en a gagné des belles aussi, AlphaZero. Mais pareil, c'était une ouverture assez pointue, un Gambit, et Stockfish sans sa bibliothèque d'ouverture... jouer un Gambit compliqué, difficile à jouer, sans bibliothèque, tendu quoi. Alors que AlphaZero, on a peut-être déjà joué des milliers et des milliers dans son apprentissage. Bon, enfin, voilà. Il y a quand même un petit débat. D4, E6. Je veux dire, vas-y, mets la bibliothèque d'ouverture, mets l'étape de finale, mets une cadence normale, on refait le match et on voit ce que cela donne quoi. Et là... C'est intéressant quand même. Bon, et donc AlphaZero sur E6, il transpose dans une partie de E4. Il dit je suis d'accord pour que tu joues une française. Et en fait, il considère avec les blancs que sur E4, le meilleur coup c'est E5. Et la française et la sicilienne n'est pas forcément fan. Voilà, du coup, il rentre dedans avec les blancs. Cavalier C3, bon, le coup classique, on rencontre aussi cavalier D2 assez fréquemment. Les autres coups un peu moins. Il prend des E5. Cavalier C3, cavalier F6. Bon, bien sûr, il y a la variante Whenever ici, qui est très connue, qui est une autre possibilité de jeu, un peu plus risquée, et dire intéressante pour le point de vue humain, bien sûr. Peut-être que d'un point de vue théorique, cavalier F6, c'est plus robuste. E5, cavalier FD7, F4. Voilà, donc l'avantage par rapport à une variante d'avance, où on fait E5 tout de suite, hein, c'est-à-dire ici, c'est que là, le cavalier va pouvoir facilement venir par exemple sur la case F5. Très souvent, on utilise ce chemin. Alors que quand on fait
E5, cavalier D7, regardez, il n'est pas très bien placé, il gêne un peu les autres pièces. C'est pour ça qu'on préfère, en général, c'est pour ça que les joueurs plus forts préfèrent jouer cavalier C3, cavalier F6, E5 que E5 tout de suite. Voilà. Ou même cavalier D2, cavalier F6, E5 avec le même principe que le cavalier pas très bien placé en D7. Cavalier C3, cavalier F6, c'est la partie, E5. Cavalier FD7, allez, F4, donc il choisit de jouer pour un gros centre. Enfin, ça, c'est la théorie de cette variante, de toute façon. C5, cavalier F3, voilà. Et là, Stockfish, qui n'a pas plus sa bibliothèque, prend en D4. Ouais, c'est tôt pour prendre en D4. Et justement, ça va permettre quelque chose de supplémentaire pour les blancs. Alors, la théorie, c'est qu'avec C6, du coup, vraiment normal, sort une pièce. Et puis après, fou E3. Ici, il y a un carrefour important. Donc dans cette variante de la française classique, où les noirs peuvent choisir entre différents coups. Fou E7, coup tout à fait normal pour faire un petit rock. A6, classique aussi pour essayer de jouer avec du B5. Dame B6, classique dans les françaises. Puis on vient essayer de chatouiller le pion en B2. C'est une variante qui est très théorique avec cavalier A4, etc. Ou bien C prend D, voilà, ici. Et l'idée, c'est que les blancs n'ont pas des options particulières, parce qu'ils ont des pièces en prise, donc ils doivent faire cavalier prend. Et en général, ça continue fou C5, dame D2. C'est une grande ligne, donc je la monte juste comme ça, voilà. Avec petit roc, grand roc, A6. Et ici, les blancs ont du choix. Et cette position, voilà, c'est la grande position pratiquement de cette ouverture. Les rocs sont opposés, donc il va y avoir du jeu avec B5, G4, ça va envoyer des deux côtés les pions hein, en général. Voilà, alors évidemment B5, faire attention à ça d'abord, mais dans l'idée, voilà ce qu'on a comme type de position théorique. Dans la partie, il a pris en D4. Et bon, autant sur cavalier prend D4, ça aurait pu transposer largement après cavalier C6, fou E3. On a atteint la même position, d'accord, par transposition. Ici, voilà. Mais après c'est prend D4, Alpha 0 innove. Enfin innove. Plutôt essaie de profiter de la situation et joue cavalier B5. Très malin. En fait il veut mettre ce cavalier en D4. Voilà. Ça va très bien placé, soutenu par l'autre cavalier. Et les deux cavaliers seraient bien. Souvent on sait que le cavalier en C3, par exemple ici, pas très bien placé. Gêné par le pion noir. D'accord. Et on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et souvent, une des manœuvres clés des blancs, ça va être de le repositionner vers la case D4 tôt ou tard. Et donc ici, on comprend que s'il peut faire déjà cavalier B5 et cavalier BD4, bon, c'est avantageux. Alors, c'est plus compliqué que ça. Il se passe fou B4 échec, qui complique la situation, parce qu'il profite qu'il n'y a pas C3, parce qu'il y a pion prend C3. Donc fou D2 et fou C5. Ok, ça c'est une manœuvre qu'on retrouve dans d'autres ouvertures. C'est-à-dire qu'on vient de prendre un pion, on fait échec, il met son fou et on revient. Et le fou est mal placé en D2, il gêne la dame par rapport à l'attaque de D4. Lui-même est pas très bien placé. Et puis on s'accroche au pion. Alors là on s'accroche pas parce qu'il peut le prendre. Enfin du moins, c'est ce qu'on a l'impression. Moi je vais montrer. Mais en tout cas, dans l'idée, manœuvre fou, échec, fou revient. Et essayer de s'accrocher au pion, c'est classique. Ici il y a eu B4, pourquoi? Parce que si on essaye de prendre tout de suite, eh bien il y a une tactique classique de ces positions de françaises, c'est cavalier prend E5. Très joli. On peut peut-être le faire aussi dans l'autre sens, mais là c'est le plus efficace parce qu'on force le jeu. Donc cavalier prend E5, c'est quoi l'idée? Donc s'il prend du cavalier bien sûr, fou prend. Et puis s'il prend du pion, l'idée peut cacher, c'est fou prend D4. Sur cavalier prend D4, dame H4 échec. On profite qu'il n'y a pas le pion F. Et on fait une double attaque sur le roi et le cavalier. Voilà, donc assez classique. Donc, moralité, ici, il ne peut pas prendre en D4. C'est pour ça qu'il joue B4. Évidemment, les noirs n'ont pas de grand choix. Ils doivent jouer fou E7 parce que si tu pars en B6, tu te prends cavalier D6 échec, c'est la catastrophe. En plus, après roi E7, KG5, c'est grosse attaque sur F7. Le roi en E7, bon, c'est gagnant pour les blancs sur le champ. Donc, B4, fou E7. Et finalement, cavalier B prend D4. Et il a réussi son placement de cavalier C3 qui est venu sur D4, d'accord? Donc ça, c'est bien pour les blancs, au niveau de la position des cavaliers. Après, évidemment, le fou en D2 va devoir se replacer, mais bon, on imagine bien qu'il espère faire fou E3 plus tard.
En échange, par contre, en contrepartie, on a joué B4, qui n'est pas forcément un coup très beau, parce qu'on a abandonné quand même le contrôle de 4 cases, ici que j'ai mis en jaune. On peut plus surveiller ces cases avec des pions, ce qui peut être un peu délicat. Voilà, on s'est affaibli quand même sur l'aile dame, donc ça équilibre un peu le jeu. Allez, on continue la partie, cavalier C6, pion C3, très bien joué. Son idée, ça va être, en cas de prise en D4, de reprendre du pion pour solidifier le centre. Voilà. Donc il y a eu A5 attaque le pion, B5 cavalier prend et pion prend. Voilà. Bon, à noter que si on prend du cavalier, on est plutôt content par rapport au placement de ce cavalier, mais lui, il va faire cavalier C5 et il va essayer d'aller chatouiller la case E4 qui nous empêche de faire fou D3 pour l'instant. Cavalier très bien placé ici, il peut pas être chassé par un pion, et puis ça va libérer aussi pour faire fou D7. Donc ici c'est satisfaisant pour les noirs apparemment. Donc bien joué, pion prend D4. En plus son pion n'est plus sur la colonne, donc on n'a plus le pion arriéré. Et il fait un très robuste centre, et il a pris l'espace. Voilà, il a avancé le pion en E5, donc il a pris l'espace, donc ici il a l'avantage. Et donc dès à présent, on comprend qu'il va y avoir une thématique très importante dans cette partie. Bon, une thématique qui est une grande thématique de défense française, hein, c'est le fou C8. Que va-t-il advenir de cette pièce? C'est une grande question. Voilà. Quand on a une vision positionnelle du jeu, déjà, quand on regarde ici, on se dit, mais qu'est-ce qui va advenir de ce fou? Parce qu'il va se développer comment? Enfin, fou D7, maintenant, c'est bloqué par le pion en B5. Très robuste, hein, il va le soutenir avec A4, mais bon, même s'il n'y avait pas A4, il pourrait le soutenir facilement. Donc ce pion va gêner le fou, et alors on se demande comment ce fou va jouer dans la partie. Il a joué cavalier B6, et il y a eu A4. Bon, un coup qui aurait pu être essayé par les noirs, c'est A4, avec qui tu peux pas jouer toi-même A4 pour consolider ton pion. Ça, c'est un thème qu'on rencontre assez souvent, c'est-à-dire on veut isoler en quelque sorte le pion B5, on veut pas qu'il soit soutenu. Évidemment, nous aussi, on est un peu fragile. Il y a la pression de la dame, même si c'est pas si simple pour lui peut-être d'attaquer plusieurs fois ce pion. Ça donne une situation plus complexe et peut-être qui était plus intéressante. Peut-être que les noirs devraient chercher un peu du jeu en contrepartie comme ça pour garder plus de contre-chance en fait. Bon, ils pouvaient pas trop le deviner à ce moment-là, mais jouer cavalier B6, A4. Bon, mais maintenant, c'est vraiment une grande question par rapport à ce fou. Que faire? Il faut avoir une vision de développement général de nos pièces dans l'ouverture. Et là, alors il y a un plan de française qui existe, qui est fou D7, fou E8, fou... Alors, je vais d'abord pousser le pion F6 et fou G6. Voilà, ça c'est un plan, des fois fou H5, mais plus fou G6 si on peut. Ça, c'est un plan qui existe dans la française. Est-ce que c'est dans ce type de position? Plutôt pas trop, normalement. Hein. On n'a pas le choix, en vérité. On va peut-être devoir essayer ce plan, mais normalement, c'est pas très adapté avec un pion F4, notamment. C'est plus dans des Whenever qu'on retrouve ce type de plan, en vérité. Quand le fou est venu et il a pris le cavalier en C3. Après, est-ce que c'est impossible de le faire là? Peut-être pas, mais... En tout cas, c'est peut-être la seule option qu'on voit pour ce fou. Et quand vous allez voir la suite de la partie, vous allez dire, mais oui, pourquoi il prend autant de temps pour discuter du fou C8? Ben, on va comprendre quand même dans la partie. Donc, cavalier C4, joué par Stockfish. Oui, je vous ai pas mis d'ailleurs la petite affiche là. Allez, je fais une mini pause, hop. L'affiche. Alors, c'est une affiche qui était faite par chess.com. Voilà, donc ils ont pris logo d'Alpha 0, logo de Stockfish, enfin j'imagine que c'est le logo plus ou moins officiel. Peut-être que c'est le logo de DeepMind et... Bon, Stockfish, je pense qu'il a un logo quand même, normalement, il en a un. Je sais pas si c'est celui-là exactement. Bon, enfin, ils ont fait cette affiche qui est assez sympa. Voilà. Donc Stockfish qui fait penser à un poisson, bien sûr, il y a fish dans son nom. Voilà. Allez, cavalier C4, on continue. Donc fou D3. Et là, question intéressante pour les noirs. Faut-il prendre le fou ou pas? À vous d'y réfléchir. Vous pouvez mettre la pause pour vous dire, est-ce que je le prendrais ou pas, ce fou, avec mon cavalier? Alors, il l'a pris. Il a pris... Bon, c'est pas un très bon fou. Il est gêné par ses pions. Mais ça pourrait devenir un fou d'attaque. Par exemple, imaginons qu'on joue B6. Petit roc, petit roc. Le fou pourrait en profiter pour reculer.
G6, bon, qui bloque la poussée très importante F5 dans cette position. Et disons tour A2 pour essayer de basculer les pièces. On a quand même des chances assez sympathiques de basculer les pièces à l'attaque ici avec les blancs. Et à la fin, qui pourrait se retrouver dans l'attaque très fortement, c'est après un F5, le fou. Il pourrait bondir comme ça sur H6 ou sur G5. Donc, le fou pourrait se réveiller. Et c'est pour ça qu'il prend en D2. Et il a plutôt raison. En plus, ça pose des questions concrètes aux blancs, comment reprendre. Voilà, d'habitude, il faut se dire, est-ce que le fou a un avenir ou pas? Un peu comme on s'est posé la question pour le fou en C8. En fait, probablement, si un cavalier pouvait prendre le fou C8, lui, il ne le prendrait pas. Mais lui, en vérité, même si pour l'instant, il n'est pas flamboyant, il a un avenir. D'ailleurs, ça pourrait peut-être un autre plan, c'est-à-dire de repartir, puis de prendre en C4, puis de faire x3. Peut-être, ça pourrait être une idée, même si, attention, on crée un plan passé en C4, mais qui a l'air fragile aussi potentiellement. Bon, peut-être c'est une idée. Alors, un problème là-dedans, c'est dans D prend C, c'est B6, fou B7 et le fou joue. Voilà, ça, faut pas faire. Faut pas le laisser. Donc bon, d'habitude, si vous avez un fort cavalier et que vous voyez un fou pas terrible en face, ben, évitez de le prendre. D'ailleurs, je regarde cette position et je me dis, mais que se passe-t-il sur cavalier B2? Parce que s'il y a un fou à prendre, c'est plutôt le bon fou. Alors là, hop, je pose la question. À qui? À Stockfish. Alors il va peut-être me dire pourquoi lui-même il n'a pas fait cavalier B2. Il est très content pour les blancs, il donne 0,40. Très content de perdre le fou D3. Bon, qu'est-ce que ça donne cette position? Disons qu'on joue comme ça. Ok, ici il donne des coups comme ça qui peuvent mener à une certaine attaque, je suis d'accord. Sinon il prépare avec H6. Bon, c'est très compliqué évidemment, mais peut-être que cette position est pas si incroyable pour les blancs. Alors peut-être maintenant par contre qu'on va réussir à faire le plan de fou C1, fou A3, échanger le bon fou de l'adversaire et on va rester avec un cavalier contre un mauvais fou. Peut-être ça c'est plus embêtant par contre comme plan. Est-ce qu'il le fait? Quoi, il fait fou A3 avec les noirs? Bizarre. Bon, je pense que c'est un bon plan pour les blancs, ça. Sinon, on peut évidemment essayer de préparer la poussée F5. On peut peut-être préparer. Et... ok. Bon, complexe à juger, hein, ces positions avec centre fermé. Toujours est-il qu'après cavalier prend D2. Il vous laisse débarrasser de ce fou. Et il faut décider comment reprendre. Alors, il a repris du roi. C'était peut-être une surprise pour... quand on regarde la partie comme ça. En fait, c'est tout à fait normal. Parce que, évidemment, si on prend de la dame, on perd la dame. Donc ça... c'est pas la bonne nouvelle. Mais si on prend du cavalier, c'est pas beaucoup mieux. Parce qu'il va faire fou B4. Et en fait, on est un peu... Il risque d'échanger. Bon, déjà, on peut pas roquer parce qu'il y a fou C3 qui fait une double attaque. Mais si on fait dame C2 pour éviter ça, il fait fou D7. Il arrive avec tour C8. Après, attention, il va peut-être venir avec une pièce en C3. En fait, on est en train de perdre un peu le contrôle de la position. Donc c'est pas très agréable. Et d'où roi prend D2, bien joué. Fou D7, il veut toujours faire tour C8. Et roi E3, génial. Bon, c'est très bien l'inspiration. Je pense que le premier champion du monde, Wilhelm Steinitz, qui disait le roi est une pièce importante, utilisez-le, aurait été très fier de ce coup. Il a joué une partie célèbre contre Paulsen, je pense, où il joue roi E2, roi E3 dans l'ouverture. Et après, il rentre son roi, roi F2, roi G1. Mais bon, mais peut-être ça l'aurait pas impressionné un roi derrière un centre fermé, parce que lui il faisait le roi avant de lancer son roi dans des centres ouverts ou semi-ouverts. Mais voilà, donc effectivement, on peut mettre son roi derrière un centre fermé comme ça. Ça bouge pas hein, le centre ici, hein, c'est pas censé s'ouvrir. Par exemple, s'il fait F6, on n'est pas obligé de bouger, on peut le laisser comme ça. Et sur pion prend, bon, ça reste encore à peu près solide. Donc il y a juste un petit échec en G5, mais c'est pas grand chose hein. On peut faire roi E2 par exemple, voilà. Donc solide le roi en E3, une bonne conception, voilà quoi, qui est pas révolutionnaire non plus, mais quand même c'est rare qu'on la rencontre. B6, bon, alors la petite sonnerie elle m'agace un peu, bon, et G4, voilà, il envoie G4. Bien sûr il veut jouer pour la percée thématique, la poussée thématique F5 dans cette position. H5. Et ben, il va décider de faire dame G1 et de se priver potentiellement de la poussée F5. Pas dame G1. Parce qu'il y a eu H prend G et dame prend. Maintenant, c'est plus dur de faire F5.
parce qu'on n'a pas le pion qui soutient. On peut quand même le tenter, mais évidemment, si on fait F5 prise et qu'on échange le fou D7, là, c'était quand même pas du tout l'idée. Hein. Voilà, on veut jouer toujours contre le fou D7 ici. On se rend compte qu'il est gêné par ses pions, par ici, et aussi par les nôtres, par l'autre côté. Voilà. Donc, finalement, il est gêné de tous les côtés. Sinon, à la place de Dame G1, qui était pas très standard comme coup, hein, on peut jouer largement H3, avec l'idée de maintenir cette idée de faire F5. Hein. Bon, ça peut continuer tour C8, tour C1, c'est important de s'occuper de la colonne ouverte, on va le voir aussi dans la suite de la partie. Mais ici, il y a un certain équilibre, et il faudra voir si on peut réussir à placer du F5 ou pas, sachant qu'à chaque fois on a calculé fou G5. Bon, le roi, est-ce qu'on est en si bonne position, c'est pas sûr. Problème si on joue G5, c'est qu'après G6, ça va se bloquer. Probablement, maintenant, il faudra faire un sacrifice pour passer. Franchement, ça a l'air juste égal. Donc, il tente Dame G1. Puis on prend Dame prend. Et elle a bien vu de la part de Stockfish. Enfin, bien vu. Bien calculé plutôt, parce que il a le pion en prise, n'est-ce pas? Et il joue fou F8 pour le défendre. Parce que G6, ça vient vraiment à l'esprit. Tout de suite, on se dit, je bloque F5. C'est bien joué. Mais fou prend G6, ça gagne. Voilà, c'est très joli. Il y a une très jolie ligne que je vais vous faire chercher, d'ailleurs. Donc, bon, déjà sur pion prend, dame prend, roi F8, tour G1. Bon, c'est la catastrophe. Le pauvre roi n'a pas de case. Et on menace dame G7 gagne une tour. Et c'est très dur d'enlever ça. Si la tour avance, par exemple, il y a dame G8 mat. Donc, bon, la tour peut venir là, sinon la dame prend en tour en mat. Bon, on n'a pas de solution, on perd la partie. Donc, terminé. Donc, après fou prend G6, par contre, il faut toujours calculer. Quand on sacrifie, il ne faut pas se dire juste il va prendre. Il peut ne pas prendre et il peut des fois faire des contres. Un contre typique ici, c'est clouage. Tu sacrifies, t'es bien gentil, je te cloue. Tu fais quoi maintenant? Et ça gagne par fou prend F7 échec. Roi prend. Dame H5 échec. Bon, il peut jouer son roi, mais ça va pas arranger sa situation. Donc, la variante que j'ai bien aimée, et qui est plausible, c'est tour G6. Ok, tour AG1. Attaque la tour qui est clouée. Et dame G8. Et là, je vous suggère, parce qu'on peut se dire, mais comment continuer? Parce que, certes, la tour G6 est clouée, mais comment on va l'attaquer? Cavalier H4, fou prend H4. C'est raté. Et là, on pourrait se dire, mais il n'y a pas grand-chose. Et donc, je vous invite à mettre la pause pour trouver comment les blancs jouent et gagnent. Alors, c'est très joli. Et c'est un thème que j'ai développé dans des cours récemment. Et aussi anciennement. C'est la libération des cases pour les pièces en donnant des pions. Voilà, donc F5 donne un pion, on attaque la tour, hein, donc il est obligé de prendre. Et la pointe, très jolie, c'est E6 échec. En fait, c'est une double idée de libération de la case de 5. Déviation s'il prend du roi, prend la tour. Donc il doit prendre du fou. Et cavalier E5 échec, magnifique. Et on gagne la tour sèche. Très joli, voilà, très classique, mais très joli, toujours joli. C'est-à-dire qu'on se dit, mais comment on franchit? Et bam, on donne du matériel et on libère la case pour le cavalier, c'est très classe. Voilà une illustration de pourquoi G6 ne marchait pas. Le jeu fou F8 bien joué. H4. Dame E7. Bon, il veut éventuellement tenter une infiltration avec sa dame. Et pourquoi pas essayer d'atteindre le roi. Mais tour HC1. Voilà. Alpha 0. Il s'occupe de la colonne ouverte. Il sait que c'est important, les colonnes ouvertes aux échecs. Pourquoi pas lui-même infiltrer la position adverse avec tour C7 à un moment donné. G6 finalement, cette fois c'est joué par Stockfish, donc fou prend G6, eh bien j'ai pas vérifié mais on imagine que ça ne marche plus du tout, hein. Par exemple il pourrait peut-être faire ça tout simplement, mais on verrait pas trop la pointe des blancs, hein. Donc G6 bien joué, et il verrouille le coup F5, pour l'instant il verrouille aussi le coup H5 parce qu'il y a cette tour qui surveille, et donc on pourrait se dire la position est plus ou moins verrouillée. Tour C2. Ok, donc basique, hein, Alpha 0 veut doubler les tours sur la colonne ouverte. Colonne ouverte, très important. Et roi D8.
On aurait pu aussi essayer tour C8 pour contester un peu la colonne. Prise, tour C1. Il gagne quand même la colonne. Hein. Bon, ça ressemble un peu à la partie. Peut-être que c'était une meilleure défense. Bon, à vérifier. Il a choisi roi D8 pour surveiller la case d'infiltration. Et je dis que son roi est plutôt bien sécurisé ici, ce qui est pas faux. Tour AC1. Doublement des tours tout simplement. Et dame E8 bien joué. En fait, si tour C8 pour contester la colonne, malheureusement après dame G2, on est en difficulté parce qu'il menace tour prend suivi de dame C2. Et ça fait pas du tout plaisir en fait. Donc dame E8 bien joué parce que son idée sur dame G2 ce serait de faire fou A3 et de lui dire bah, vas-y, quitte la colonne ouverte s'il te plaît. Voilà. Et là ça tient. Donc dame E8, il n'y a pas eu dame G2, il y a eu tour C7, infiltration de alpha 0, tour C8. Bon, il joue sur le fait que la tour peut pas se décaler, parce que la tour C1 n'est pas protégée. Donc, bon, bah, il échange. Fou prend. Tour C6, infiltration, hein, et utilisation de l'avant-poste. Voilà. Sur les colonnes ouvertes, quand on a des cases qu'on protège avec des pions, on aime bien mettre nos pièces dessus. Même des fois, si on se fait échanger, puisqu'après on peut prendre du pion, ça fait un pion passé. Potentiellement. Donc, fou B7... alors voilà, bien joué de la part de Stockfish, il repousse la tour car la tour ne peut malheureusement pas prendre le pion, sinon elle est coincée sur la case B6 ici. Elle ne peut pas ressortir, elle est attrapée. Gain de la qualité pour les noirs, donc ça c'est mauvais. Bon, il est reparti. Du coup, on peut se dire, est-ce que tour C6 était malin? En fait, il a obligé quand même le coup fou B7, et après tour C2, on se rend compte que ce fou est totalement inactif. Voilà, et il va jouer sur ce fou énormément par la suite de la partie. Roi D7, cavalier G5, fou E7, normal. Et là, génial, moment clé de la partie. Bon, je parlais tout à l'heure des moments clés où il faut prendre plus de temps. Moment clé, vous pouvez essayer de trouver le coup, si vous n'avez pas déjà vu la partie, le coup de alpha 0. Je vous invite à essayer de le trouver. Cela dit, vous avez deux chances. Vous pouvez trouver soit le coup d'alpha 0, soit le coup de Stockfish, qui ne sont pas les mêmes. Donc, deux chances pour vous de trouver quelque chose de joli ici avec les blancs. Je vous invite à mettre la pause. Alors, c'est marrant parce que Stockfish, lui, ici, il propose cavalier prend E6 comme sacrifice pas mal. Puis on prend, fou prend, attaque la dame s'en va, H5 stabilise le fou. Et ici, il est plutôt content. Bon, il pense que c'est à peu près équilibré, mais peut-être plus de chance pour les blancs. Ici, il propose coup très important, fou A3. Peut-être pour venir infiltrer la dame. Et de temps en temps peut-être embêter le roi. Mais il considère qu'il y a un équilibre. Voilà, bon, difficile à juger. Effectivement, fou B7 très très inutile. Il considère que ça c'est des compensations. Il pense que c'est à peu près normal. Alpha 0, elle est plus loin. Il est au-dessus du jeu. Et il a envoyé fou prend G6. Alors là, vous allez me dire, mais moi je l'avais vu. Et j'avais vu que sur pion prend, il pouvait faire dame prend E6 échec. Et gagner la partie avec soit cavalier F7 gagne la dame par exemple. Ou bien dame prend B6 échec suivi d'un mat. C'est quand même mieux. On peut mater avec le pion. C'est assez élégant comme mat du pion. Voilà. Sinon on a mat plus brutal avec la dame. Pas de problème. Voilà donc on pourrait se dire mais fou prend G6. Coup facile. Ah non. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on sacrifie. L'adversaire n'est pas obligé de prendre tout de suite. Et la coup intermédiaire, joué par Stockfish dans la partie, fou prend cavalier. Et là, on pourrait se dire, mais la combinaison est complètement ratée. Mais en fait, c'était quand même ce qu'il a joué, alpha 0. Alors évidemment, lui, c'est le contraire. C'est que lui, c'est pas une erreur, il a fait volontairement ça. Dame prend, F prend. Et donc, j'ai envie de vous dire, mais quelle est la pointe du sacrifice? Pourquoi alpha 0 sacrifie un fou de cette position? Il a un pion contre le fou, et là pas d'attaque. Que fais-tu? Tu viens de gaffer une pièce. Tu as fait la même erreur qu'un joueur débutant, n'est-ce pas? Tu as oublié fou prendre G5, c'est ça? Tu as oublié fou prendre... Non, pas du tout. Alors la pointe. C'est pas une pointe tactique. C'est pour ça que c'est très dur. Enfin, il y a un tout petit peu de tactique, mais c'est au service de la stratégie. Voilà. De toute façon, c'est un peu les deux, hein. Ça peut être, normalement, c'est la tactique au service de la stratégie aux échecs. Voilà, c'est-à-dire que on a une stratégie de jeu et ça peut être conclu par des tactiques. Voilà, c'est pas le contraire.
Donc, et là, il fait une petite tactique F5. Ok. Mais c'est pas une tactique qui va faire des actes de maths ou quoi. Hein. Vous allez voir son idée. Bon, F5. Alors, il y a des petites pointes. Donc, sur G prend, on perd la partie après dame G7 échec. Hein. Donc là, on est en échec. Si on met la dame, il peut placer tour échec. Par exemple, s'il veut gagner la dame, un classique, hein, déviation du roi. Hop. Tac. Il le rase. Ou bien, pourquoi pas, prendre la tour, mais c'est plus fort de faire tour C7. Bon, et puis sur dame G7, roi D8, il y a échec et mat. Voilà. Mat. Donc G prend pas possible. E prend. Dame F6 infiltration. Attention. Attention, c'est très dangereux. Menace dame mat en D6 et la tour traîne. Donc méfiance, la dame peut pas faire ce qu'elle veut pour défendre. Même chose de toute façon, hein, sur des dames E6 ou dame E7, on place des tours C7 gain de dame et puis on va encore gagner du matériel derrière. Hein. Il y a peut-être encore mieux, hein, mais voilà, déjà pour commencer. Donc dame F6 infiltration, dame F8 essaye de tenir la position, mais dame prend B6. Infiltre de l'autre côté, donc menace le fou, menace en C7, attention. Toujours, bon bah là ça commence à... Enfin c'est terminé en fait, c'est position gagnante pour les blancs. En vérité après dame B8 c'est pas immédiatement la fin, mais juste les noirs se font raser. Voilà. Donc, et ils peuvent plus bouger aussi, faut dire. Donc F5 il peut pas prendre en fait, ni avec le pion E ni avec le pion G. Donc il se dit ok très bien, je ne peux pas prendre, je protège mon pion. Dame H6, infiltration. On sait que les échecs c'est quand même un jeu d'infiltration. Hein. Qui va s'infiltrer chez l'adversaire, notamment s'il y a un roi à atteindre. Donc il menace dame échec toujours, avec toujours soit le mat en C7 ou soit dame E7 tour C7, d'accord, on a déjà fait. Donc bon bah il défend dame F7, il s'accroche. Et là quelle est la pointe de tout ça? C'est-à-dire t'as donné ton fou mais pour l'instant tu ne montres toujours rien. Et là elle joue F6. Et là il lui dit ça c'était ma pointe. Je me dis, mais comment la pointe? Et oui, c'est une pointe positionnelle. Désolé, c'est pas une pointe tactique. C'est la création d'un pion passé protégé. Voilà, les joueurs d'échecs connaissent très bien cette force stratégique, très grande force. C'est pion passé protégé, à 2 cases de dame en plus. Donc c'est un poison. C'est-à-dire qu'on peut pas s'en débarrasser facilement, puisqu'il est protégé par l'autre pion, qui lui-même est protégé par l'autre pion. Donc bon, on peut pas enlever cette chaîne de pions, elle est incassable. On n'a même pas une pièce pour sacrifier. On peut sacrifier la tour, mais bon, c'est un peu exagéré. Ou la dame. Et il lui dit juste, et toi t'es un fou en B7, qui franchement me fait beaucoup de peine. Voilà. Et c'est juste ça son idée. Et c'est vrai que c'est totalement gagnant. En fait, ça c'est marrant de se rendre compte que Stockfish ici ne comprend pas que la position est gagnante. Il donne une égalité. Même, c'était quand? Alors c'était un petit peu avant. Pas longtemps avant, c'était ici. Ici j'ai laissé tourner Stockfish très longtemps. Enfin très longtemps, assez longtemps. Il est monté en profondeur 38. Ça veut dire qu'il a calculé 19 coups d'avance. Donc 38 demi-coups d'avance. Et il a donné 0-0. Voilà, il pensait que c'était complètement équilibré. Donc il n'a pas la profondeur. Et en fait c'est sur la profondeur que souvent AlphaZero l'a battu dans ce match. Dans les parties qu'il a gagnées. C'est sur des conceptions positionnelles. Pourtant les ordinateurs modernes ont beaucoup progressé dans ce secteur. Et il se faisait avoir souvent les premiers temps, même par des mini conceptions positionnelles en fait. Il prenait du matériel puis il se faisait coincer une pièce ou des choses comme ça. Et il a énormément progressé, hein, de plus en plus dur à prendre en défaut les modules actuels. Mais on se rend compte que Stockfish c'est pas encore le niveau pour certains concepts positionnels plus profonds. Donc il doit encore progresser de ce côté-là apparemment. Hein. Alors après, voilà, ce que je disais tout à l'heure sur la cadence de jeu, 1 minute par coup. Est-ce qu'en 1 minute par coup, tu as le temps de te rendre compte que tu vas te faire coincer une pièce pendant très longtemps? Bon, mais parce que si il a sa cadence habituelle de jeu et qu'il voit fou prend G6, bon vous allez me dire c'est peut-être déjà trop tard. En fait c'est d'ailleurs très intéressant dans ces parties de se rendre compte, d'essayer de dire mais à quel moment a été l'erreur. Et souvent tu as du mal à dire, c'est difficile. Là, c'est quoi la meilleure chance que je lui ai donnée, c'est ici à la place de roi D8, peut-être de faire tour C8. Prise, de jouer celle-là, mais elle ressemble beaucoup à la partie. Hein. Après, la seule différence, le roi est en E8 et la dame en E7, mais... Et est-ce que ici, il va réussir à placer un KFG5 avec un sacrifice? À voir, il faudrait pousser l'analyse de manière très profonde, mais... Ce qui est dur aussi, c'est d'analyser avec Stockfish, qui lui-même a pas compris pourquoi il a perdu finalement.
Donc, même en plus, il avait, je pense quand même il avait un matériel correct pendant la partie. Un matériel assez puissant pour jouer. Enfin, j'espère pour lui. Alors que nous, bon, bah, sur nos machines, on a moins de puissance quand même. Donc, bon, bah, dur, hein, un peu dur d'analyser, de savoir à quel moment était l'erreur. Donc, finalement, on profite, on regarde un peu comme des spectateurs, on savoure le jeu. Fou prend G6, magnifique. F5, très beau. Et F6, la pointe, voilà. Pion passé protégé. Allez, roi D8. En fait, la partie est basiquement finie ici. Et je vous ai mis quelques variantes illustratives pour bien montrer pourquoi c'est fini. Donc, alors là, c'est génial parce qu'il lui a dit, ma pointe c'est F6. Et là, en quelque sorte, il lui dit, ma deuxième pointe, c'est roi D2. Et là, tu dis, mais quoi? C'est génial. Bon, alors il y a une idée en fait derrière roi D2, c'est libérer la case, encore de la libération de case, pour venir sur C3 et tenter l'infiltration. Bien que vous allez me dire, même quand on vient sur C3, quelle est la menace? On ne sait pas, tout est surveillé pour l'instant. Donc, c'est pas du tout simple. Alors, il y a une idée quand même double, c'est qu'on peut aller aussi sur A3 pour essayer de s'infiltrer sur D6. Alors, encore une fois, vous allez me dire, mais sur Dame D7, il couvre assez bien les infiltrations quand même. Je suis d'accord, c'est pas si simple de savoir comment ça s'écroule. Peut-être des F7, grains de sable, hein, après dans la foulée. Hein. Voilà, ça paraît un peu la menace en fait. Hein. Donc dame A3 plus que Dame C3. La menace Dame D6 est sur du Dame D7. Du F7 attaque la tour. Attention, il n'y a pas de tour à fuite parce qu'il y a la Dame qui surveille. Et sur Dame prend, bam, on revient avec Dame D6. Et là, on s'infiltre potentiellement de manière décisive puisqu'on peut après aller sur B8, sur B6. Voilà. Donc peut-être quelque chose dans ce genre. Ou même d'ailleurs du joli... allez, on va montrer. On va faire des petits coups d'attente côté noir. Puis on va montrer la menace. Hop, hop, voilà. Donc imaginons ça. F7. Dame prend, échec, dame là. Ah, j'ai cru que j'avais encore mon pion, j'ai halluciné. Donc ici, peut-être dame prend. Ok, sur ça, il y a tour C7 gagne la dame. Donc roi E8 forcé. Et j'imagine tour C7 quand même. Et c'est la catastrophe. Voilà. Ici, c'est... Bon, on gagne déjà minimum le fou, mais en plus, il peut pas tenir... Enfin, ça peut se finir comme ça. Quoi. Échec, mat. Bon. Voilà, par exemple. Je voulais faire dame F7 mat, puis il m'a fait automatiquement tour F7 mat, pourquoi pas. C'est comme on veut. Voilà, bon, c'était une variante que j'avais pas mise. Je voulais montrer un peu la menace, donc d'infiltration, menace d'infiltration. Et alors, voilà, les difficultés des noirs, ça vient de... bon, déjà la colonne ouverte contrôlée par la tour tout de même, mais le pion F6 qu'il faut surveiller parce qu'il est très très proche. On a vu dans la variante, si on joue F7, on menace tout de suite dame, donc il doit prendre en gros. Et ce fou en B7 qui est totalement spectateur, c'est terrible. Donc, je joue roi D7. Je joue tour C1, bon, un peu mystérieux pour moi, il doit y avoir une idée. En fait, il veut récupérer de la mobilité pour sa tour, c'est-à-dire qu'il veut non seulement contrôler la colonne, mais aussi, pourquoi pas, venir sur G1 un moment pour taper sur G6. Et en fait, j'aime bien les coups comme roi D2 tour C1. C'est vraiment genre, je domine tellement la position, je fais ce que je veux, quoi. Et tu peux pas bouger. Tu peux pas, par exemple, essayer de faire du tour H8, essayer de t'infiltrer quelque part. T'as du mal à faire ça pour venir t'infiltrer par là parce que au pire j'échange et on va voir que l'échange des dames est très fort pour les blancs dans cette position. Donc en fait la position est très forte avec les dames et sans les dames. C'est mortel quoi. Et les noirs ont pas de jeu. C'est étouffement de l'adversaire. Une pièce de plus, ben bravo à toi d'avoir une pièce de plus. Quoi. Roi D8, dame E3 bien joué. Ok. Et donc le fameux dame A3 qui menace. Il a fait dame F8. Pour empêcher. Je vous ai mis donc une variante illustrative ici. En fait, en gros, je vous en ai mis 3, je pense. 2 ou 3. Ouais. Donc, en voici une. Sur roi D7, disons. Dame A3. Dame F8. En fait, je voulais montrer ce que ça donnait la finale. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, on n'a pas fait comme ça. Mais c'était une défense importante, Dame F8. Contre l'infiltration par Dame A3. Dame prend, tu reprends. Voilà. C'est important de montrer cette finale pour comprendre pourquoi le sacrifice de pièces de Alpha 0 était si fort que ça. Tour G1 attaque la faiblesse. Tour G8 pour défendre. Ici, c'est très intéressant de voir que les blancs sont totalement gagnants. C'est-à-dire que le pion est très très fort pour non passer protégé. Le fou va mettre très très longtemps pour revenir. Il doit faire un tour comme ça. Ça lui prend 3 coups pour essayer d'arrêter le pion.
Le roi lui doit aussi de revenir. Et pendant ce temps, regardez le roi blanc, potentiellement, il arrive. Et là, on va montrer donc roi E3, roi E8, H5. Voilà, on joue sur le clou H. Bon, que faire? G5 pour essayer de bloquer la position. Bon, j'ai pas mis roi F7. Qu'est-ce qui se passe exactement sur roi F7? Ah, il bascule, voilà. Ce qu'il fait souvent d'ailleurs. Souvent, il bascule comme ça. Il domine tellement la position qu'il peut changer d'aile. En fait, le joueur qui a l'espace, et bon, là, il a archi l'espace, peut plus facilement changer d'aile. Ça, j'en avais parlé dans la masterclass sur l'espace. D'ailleurs, à la fin, je mettrai un petit écran sur les masterclass disponibles. Et la menace d'infiltration, en fait, il gagne le fou ici, hein, de manière forcée. Hein. Malheureusement, pour les noirs, ce fou ne faisait rien, mais en plus, il peut pas s'échapper, là. Hein, donc, terrible. Donc H5, G5. Tour C1, voilà, menace. En fait, il joue sur les deux tableaux et c'est terrible. Donc roi D7 empêche l'infiltration de la tour. Roi F3, voilà, le roi va venir. G4, roi G3. Et regardez ça, c'est un beau diagramme illustratif de la force de la position blanche. Deux pions passés et domination totale. L'adversaire peut plus jouer. Il a plus de coups, il a rien à faire. Tu bouges ton roi trop loin, tu te prends tour C7. Ton fou, bon ben, il n'y a rien à faire. Et la tour doit défendre le pion. En fait, mais elle a rien, si elle s'en va, juste roi prend pion. Enfin, c'est. Donc, roi D8. Tour F1. Voilà, menace F7, attention. Menace F7 et après du style H6, H7, H8 dans l'idée. Mais juste aussi, par exemple, de prendre ce pion, voilà. Et puis, de monter. De monter. Regardez ça. H6. C'est joli, c'est Zugzwang. L'adversaire a plus de coups, hein. On peut exagérer le plus de coups, c'est-à-dire tour H8, roi G6, tu ne peux plus bouger, tu dois jouer ton fou. Et comment ça va se finir d'ailleurs? Eh bien peut-être, comme d'habitude, par le basculement de la tour. Alors, malheureusement, regardez ici, par exemple, le fou n'a plus de case. Ça c'est amusant. Bon, ça peut se finir de différentes façons, mais peut-être qu'ici le plus... Bon, j'allais dire le plus élégant, mais en fait on peut finir comme on veut, mais... disons que on va finir simplement comme ça. H6, donc disons tour prend F7, H7. Voilà. Et là, c'est le couronnement du jeu blanc avec les pions passés. En fait, on fait une dame. Et puis, on va attraper. C'est ironie de l'histoire. Hein. C'est que souvent, dans la fin des variantes, on attrape le fou qui est coincé. Donc, c'est sympathique. En première illustration. Voilà. Dame E3. Dame F8. Ok, il a joué Dame F8. Et il anticipe le coup Dame A3. D'accord. Donc Dame C3 du coup. Voilà. Et menace Dame C7. Attention. Donc toute l'idée de Stockfish c'était d'échanger les dames par Dame B4. Et en fait, tout simplement, ça ne dérange pas Alpha 0 qui a échangé les dames et qui a joué tour G1 dans la même idée. Donc on a presque la même finale, mais encore pire parce qu'il peut aller prendre le pion en B4. Voilà, donc sans espoir, il a encore essayé de résister une petite dizaine de coups, mais c'était vain. Hein. Donc il a joué B3. Bon, par exemple, tour H8, on prend G6. Il essaie de s'activer, d'accord? Mais ici, tout simplement, on va soit attraper le fou, soit faire une dame. Bon, par exemple, on peut faire comme ça pour faire une dame, gagner la tour. Hein. On va faire échec imparable. Et une nouvelle dame, donc on gagne largement. Sur fou C8, bon, pour tenter de faire le tour, le roi va aller prendre... pareil B4, alors voilà, tentative de réactivation du... Ouais, j'ai bien aimé cette variante. Tour G4, fou H5, tour G7, fou échec, roi prend, tour prend, A5. Juste on veut créer un autre pion passé. N'oubliez pas qu'on a le pion F6 passé protégé. Et là on va en faire un autre de l'autre côté. Et son fou est passé devant, mais il est toujours inutile en vérité. Tour échec, roi C3, malgré tour échec, roi D2, tour échec, roi C1, il peut rien faire en fait. En fait, ces pièces sont assez ridicules par rapport à l'enjeu de la position, c'est-à-dire les pions passés. Arrêter les pions passés. Donc BA B6, attention à menace B7. Donc son fou essaye d'aller arrêter l'autre pion. Puis échec par exemple, et B7. Et on va filer à la promotion, mais bon, si ça n'avait pas été de ce côté, ça aurait été de l'autre. Hein. Voilà, donc tour G1, B3, il a joué roi C3. Fou C8, roi prend, fou D7, roi B4, fou E8. Voilà, il a finalement fait son tour pour venir défendre la faiblesse et arrêter enfin, surveiller le pion F6.
C'était trop long. Il y a déjà A5 qui arrive sur lui. Il aurait pu jouer A5 d'ailleurs, Alpha 0 ici. Hein. Prise. C'était gagnant. Il a joué tour A1. Il a préparé. Bon, ça fait plaisir. Roi C7, A5. Fou D7. Que faire? Que faire? Alors, est-ce qu'il aurait pas peut-être quand même gagné à faire fou F7? Bon, non, il va se faire de toute façon complètement rentrer dedans. D'ailleurs, il y a plusieurs façons de gagner cette partie. Mais bon, on peut montrer par exemple. Celle-là, ça va être comme la partie en gros. Est-ce que tour D8, ça fait une espèce de blocage? Probablement pas. Hein. En plus, il va être limite Zhuzhang. Qu'est-ce qu'il donne ici? Ça. Tac. Tac. Ah, il doit jouer un coup. Bon, par exemple, ça. Aïe. Échec. Ah, mais en plus, il peut le dominer tellement sur la 7ème rangée. Oh. Regardez le roi qui va venir encore ici. Puis après, on pourra sans doute claquer la tour sur la F7. D'ailleurs, on peut presque peut-être déjà la claquer, non? Voilà. Ça fait plaisir. Allez, on gagne totalement cette partie. On va prendre le pion. On va pousser. Il y a encore ce pion à arrêter. Pas la peine. Donc, voilà une autre illustration. Fou D7. Il a joué A prend B. Alors, je voulais vous montrer une autre qui m'a beaucoup plu. C'est A6. Parce qu'on pourrait se dire, mais là, attention, ça peut se bloquer quand même. Alors, attention, on menace A7 qui traîne. Parce que le problème, c'est qu'à la fin, il faudra s'occuper du pion F aussi. Donc, roi B8 pour arrêter. Tour G1, le retour sur la pression de G6. Fou E8, protège. H5, on joue toujours sur le clouage. Bon, il attend. On prend. Alors, s'il prend du fou, on a une jolie conclusion. Je vous invite à mettre la pause pour la trouver tranquillement. Donc, c'était un petit mini tactique avec tour prend F7. La tour ne peut plus arrêter le pion. Ça fait toujours plaisir de voir que la tour comme ça est dominée par le pion. Et donc, tour prend G6. Et là, ce qui est bien quand même, c'est qu'on peut échanger les tours. Et gagner totalement la finale avec roi C3. Disons, fou 8. Terminé. Regardez, le roi doit rester à la défense du pion A6, sinon ça va être une promotion. Le fou ne peut pas prendre parce qu'il doit rester à la défense du pion F7. Du coup, il peut rien faire. Ces deux pièces ne peuvent pas bouger. Elles doivent surveiller les deux pions. Et le roi va venir tranquillement, tac, tac, tac. Et ce sera terminé. Voilà, donc j'aime bien ce diagramme aussi. Et il me paraît assez représentatif de la conception positionnelle de Alpha 0. C'est-à-dire, je crée des pions passés. Alors là, pion passé protégé en plus, hein, A6, F6. Et toi, tu as une pièce, mais elle ne te sert à rien. Voilà. Donc, fou D7, il a fait A prend B, en roi prend. Donc là, ça a duré encore à peine quelques coups. Il y a eu échec, roi C5, infiltration. Hein. Donc, classique en plus dans la française, hein, infiltration sur les cases noires. Regardez, le roi, il savoure son chemin là sur les cases noires. Tour D8. Bon, dernier piège. Il a joué tour A2. Bon, dernier piège, c'est d'aller trop vite, de se précipiter, puis de se prendre un échec. Et ce qui est marrant, c'est que même en jouant avec une tour et un fou de moins, on fait quand même nul ici. Mais bon, peu importe. On fait nul comme ça. Tour D8, tour A2. Tour C8 échec, roi D6, infiltration. Bon, c'est la fin. Fou E8, roi E7. Oui, il aurait pu prendre le pion, hein. Il n'y avait pas de contre-indication. Mais il continue dans son approche non matérialiste. Il est taquin. Roi E7. Il veut juste faire F7 en fait. Donc G5, bon, désespoir. H prend G, abandon de Stockfish. Sur roi B6, juste F7. Prise. Bon, par exemple, on peut garder le pion en D4, puis prendre le pion en E6. Et on gagne cette finale. Voilà, par exemple, entre autres. Voilà, donc magnifique. Magnifique partie de l'Alpha 0. Alors, il en a joué plusieurs des parties comme ça, avec une forte idée positionnelle. Donc apparemment, c'est les parties qu'il a jouées contre lui-même, donc je rappelle avec une très grande puissance de calcul fournie par Google au passage, qui lui ont permis de... c'est ça qui est fort quand même dans le concept, c'est de comprendre, c'est un peu bizarre d'utiliser ce mot, mais de stocker des schémas qui fonctionnent, en fait, des schémas qui lui donnent plus de chances de gagner la partie. Et ici, au 30e coup, quand il a sacrifié son fou en G6, il a considéré que ce schéma avec le pion F6, qu'il avait bien sûr calculé, parce que c'est seulement 5 coups à l'avance, que ce schéma
donnait plus de chances de gagner la partie. Alors que Stockfish, la différence pour lui c'est bloqué, c'est égal quoi. Voilà, c'est la différence de conception entre les deux modules surtout. Voilà pour cette partie. Au niveau du blocage d'un fou, enfin de gêner le fou adverse, c'est pas révolutionnaire hein, de jouer sur une pièce adverse bloquée. C'est juste vraiment la façon dont il l'a amené avec son sacrifice de pièces, et puis après le jeu calme, roi D2, tour C1, qui était très sympathique. Maintenant, restreindre les pièces de l'adversaire, c'est pas un concept nouveau. Il y a deux exemples qui me sont venus en tête quand je me suis dit est-ce que ça a déjà été fait, enfin par des joueurs d'échecs, parce qu'on se dit qu'est-ce qui est nouveau par rapport à ce nouvel ordinateur, il fait des choses nouvelles. Alors oui et non, en fait. Il les fait un peu d'une manière nouvelle quand même. Il y a eu certaines choses qui étaient quand même assez puissantes, mais c'est difficile aux échecs de réinventer toujours quelque chose de nouveau en fait, parce qu'il y a plein de choses qui ont été déjà faites. Je vais vous montrer juste deux exemples pour conclure rapidement, parce que je vois que la vidéo fait déjà 55 minutes, on va essayer de ne pas dépasser 1 heure, mais je vais montrer juste deux exemples qui me sont venus en tête très facilement en fait par rapport à ça. Alors pourquoi il veut pas? Hop, ok. C'est bon, c'est calé, voilà. Et ben ça c'était joué hier, au championnat du monde de partie rapide. En fin de journée, d'ailleurs. C'est Magnus Carlsen, le champion du monde, qui jouait contre Jan Nepomniachtchi, qui est un des meilleurs joueurs du monde, notamment en partie rapide et blitz. On va pas analyser la partie, je vais vous montrer très rapidement ce qu'il a réussi à faire. Voilà, regardez, ça commence ici. En fait, le jeu est assez équilibré pour l'instant, bon, la meilleure structure pour les blancs. Il joue G4. Et le fou doit partir. Malheureusement, s'il vient sur H7 ou sur G6, il va se prendre F5 et il jouera plus de la partie. Donc il va sur D7. Et il va se prendre quand même F5. Voilà. Et ici, regardez, c'était Kevin d'ailleurs pendant le live qui mettait l'accent sur ce fou qui ne joue pas et qui ne peut pas jouer. C'est-à-dire que c'est d'imaginer un concept pour faire jouer le fou, comme dans la partie d'Alpha 0, tu ne trouves pas. Hein, tu ne peux pas passer par là. Et même si tu essaies de faire le tour par ici, en fait, tu es bloqué par la chaîne de pions sur blanc. Voilà, donc on retrouve plein de pions sur blanc qui bloquent le fou de l'adversaire. On sait qu'il faut faire attention dans les finales de ne pas mettre ces pions sur la couleur du fou adverse, parce que potentiellement il passe derrière et il les attaque à revers et il les gagne. Mais en même temps, si tu n'arrives pas à passer derrière, tu es bien bloqué quand même par les pions. Voilà, donc après il a gagné la partie, c'était assez sympa. Il voulait bien jouer une finale par exemple, qui était refusée par Nepomniachtchi. Et puis même il pouvait faire des plans sympathiques de monter son roi, pourquoi pas, ici du roi H4 avec l'idée d'enlever le cavalier, faire H3, monter le roi encore et attaquer ce pion, gagner ce pion H6, bon c'est peut-être une idée. Bon il y avait plusieurs idées de jeu, en tout cas elle a gagné cette partie assez tranquillement. Enfin assez tranquillement, non il s'est fait une frayeur mais voilà. Je voulais juste montrer ça rapidement. Et puis autre partie qui m'était venue en tête, c'était une finale que j'avais jouée contre Jonathan Durorassou il y a 12 ans de cela, puisque c'était en 2005. Jonathan qui est devenu grand maître entre temps, donc bravo à lui. Il y a peut-être 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça, ou un peu plus, le temps passe. En tout cas, il est grand maître maintenant, voilà, donc un des meilleurs joueurs français. À l'époque, on avait des classements similaires. Voilà, il était un peu mieux classé. Donc il y a eu tour B3, fou D7, tour A3. J'avais les blancs donc dans cette finale à 5 pions contre 5 tours fou de même couleur. Et donc je vais utiliser le clouage de la colonne A pour faire B4 et faire B5. Voilà. Et donc on commence à voir ici des pions qui gênent un peu le fou de l'adversaire. Et je vais juste vous montrer la fin parce que en fait je suis allé gagner le pion A4. Donc j'ai joué une finale de fou de même couleur avec un pion de plus, d'accord. Et il fallait essayer de convertir ça. Ce qui est dur, c'est comment chasser le roi de la case B6, puisqu'il est sur une case noire. Et on a un fou de case blanche, on n'a pas de cavalier, on n'a pas de fou de case noire. Et en fait, ici, apparemment, c'est assez paradoxal, parce que dans ces finales, normalement, on nous conseille voilà, de ne pas mettre les pions sur la couleur blanche, la couleur du fou de l'adversaire, parce que on pourrait se faire attaquer par ce fou plus tard, et on gênerait en même temps notre propre fou. Et ici, le coup fort après fou D7, c'était G4. Et je faisais des cours sur les fous de même couleur très récemment et j'étais assez frappé de voir qu'ici c'était une exception. On devait mettre ses pions sur la couleur qu'il ne faut pas pour gêner le fou de l'adversaire. Et de manière assez étonnante, il fallait plutôt faire quelque chose comme fou H3, passer le fou devant pour pas se faire bloquer.
Et apparemment, ça pouvait tenir. Je pense que ça pouvait tenir ici, selon mes analyses de l'époque. Voilà, donc à vérifier. Donc fou D7 a été joué et joué G4, G5, H prend, F5. Donc normalement, faut pas faire ça. Faut pas se mettre sur cette couleur. Sauf que là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on bloque le fou de l'adversaire. Regardez, on a tous nos pions sur la mauvaise couleur, théoriquement parlant, mais il est bloqué. Alors voilà, on est un petit peu loin de l'exemple de Alpha 0, mais ça m'a rappelé cet exemple que j'ai retrouvé récemment. Il y a eu fou E8, fou D5, et regardez, en fait, moi je veux bien que le fou de Stockfish contre Alpha 0, il n'avait pas de case, mais regardez ce fou. Le fou E8 n'a qu'une seule case. Voilà, donc totalement gêné, et alors ça va être pire parce qu'après fou E6, tu ne peux pas échanger les fous, évidemment, tu perds la finale. Il fallait juste calculer la poussée F5, mais bon, c'est pas trop dur à calculer. Et après fou E8, roi A4, à toi de jouer. C'est le Zugzwang. Voilà, le fou n'a pas de case. C'est assez rare de voir un fou qui a 0 case quand même dans une finale comme ça. Voilà, donc c'était assez sympathique et gêné par les pions principalement de l'adversaire. Il y a eu roi B7, roi A5, roi A7, fou D5. Ok, juste le roi s'est infiltré du coup, profitant du Zugzwang. Et puis c'était assez facile à gagner. Voilà pour ces deux petites parties complémentaires. Voilà, donc là je crois qu'on a été complet, même si on pourrait, comme j'ai dit au départ, discuter encore plus longtemps de Alpha 0, mais bon voilà, déjà une vidéo de 1 heure avec une partie analysée de manière détaillée, donc avec ce petit match Alpha 0 Stockfish, et on attend toujours pour l'instant la suite des parties. Les 100 parties qu'ils ont joué en match. Voilà, sachant qu'ils ont joué... Alors oui, l'autre dernier truc que j'avais remarqué, c'est qu'ils ont joué ensemble avant de faire le match. Ils ont joué 1200 parties ensemble avant de faire le match, je crois. Et là, je me dis, mais attends, mais ça veut dire que pendant les 1200 parties, Alpha 0, il a appris de lui-même à chaque partie. C'est-à-dire que tu fais 1200 parties contre un joueur que tu vas affronter après en match. Vous imaginez le truc pour les humains, quoi. Enfin, déjà, si tu fais 10 parties contre un joueur que tu vas affronter en match, t'es content, quoi. Tu prends de l'expérience, tu prends des infos, quoi. Alors lui, je sais pas comment il stocke ses infos, mais s'il stocke des infos utiles qui ont l'air de marcher dans des 1200 parties qu'il joue contre l'ordi, et après il fait un petit match en 100 parties, je veux dire en même temps, ils ont mis les bonnes conditions pour qu'il gagne, quoi. Voilà, dernier petit truc que je voulais rajouter. Donc voilà, moi ce qui m'intéresserait, c'est un Alpha 0 qui apprend de lui-même contre lui-même, et après il joue contre Stockfish sans jamais l'avoir affronté, dans un match en 100 parties, avec une cadence officielle de 1h30 plus 30 secondes par exemple. On donne les outils que Stockfish utilise habituellement, voilà, qui font aussi sa force, hein, c'est-à-dire un arbre d'ouverture correcte, l'étape de finale, et là on voit ce qui se passe, voilà, parce que c'est un peu facile de faire jouer quand même dans des conditions aussi déséquilibrées, voilà. Alors je dis pas qu'il va pas gagner, hein, même je pense qu'il va gagner, mais je veux voir ce que ça donne quand même, ça m'intéresserait. Bon, ils vont probablement pas le faire, hein. Ils sont très contents de leur coup aussi marketing, voilà, ça fait les titres un peu partout. Mais ce serait vraiment le plus gros test, voilà, parce que s'ils veulent dire que vraiment on est devenu plus fort, etc., ben vas-y, prouve-le, quoi, dans les conditions qu'on utilise d'habitude aux échecs. Ne joue pas selon tes propres règles non plus, quoi. Voilà, c'était la petite conclusion. Bon, bah là, on était très complet. Alors, je voulais juste terminer avec la liste des masterclass qui sont disponibles. Là, voilà. Voilà, donc ça, c'est des masterclass qui durent entre 2h et 2h30. Et même, vous voyez, des fois, ça déborde 2h40, 2h50. Donc, elles sont chacune à 8 €. Donc, s'il y a un thème parmi ceux-là, ou plusieurs, qui vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit message ou un petit mail. Mon mail c'est s comme Sylvain, Ravo, vous l'avez à l'écran, tout attaché, sravo@gmail.com. Voilà. Donc, sachant que si vous en prenez plusieurs, je vous ferai une petite réduction. Voilà, je ferai un petit prix. Donc, il y a des sacrifices positionnels. On a vu le sacrifice positionnel d'ailleurs aujourd'hui, hein, de Alpha 0, fou pour un G6. Il y a des finales, il y a différents thèmes, il y a un petit peu d'ouverture. Voilà, Gambit Benko, Gambit écossais. Il y a des notions de structure. Il y a défense est-indienne aussi sur les ouvertures. Bon, donc, il y a une belle série qui a commencé avec, sur la chaîne B-Stream avec Fabien aussi. Voilà, des thèmes différents.
Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit mot, ça vous permettrait en même temps de soutenir la chaîne. Voilà, en parlant de soutenir la chaîne, eh bien vous avez le Tipeee, c'est peut-être l'occasion en fin d'année, si vous avez aimé toutes ces vidéos de l'année 2017, et notamment vous voyez cette semaine spéciale avec une vidéo par jour. Si vous voulez faire un petit don à la chaîne, voilà, ça fait toujours plaisir pour continuer pour la prochaine année. Ça donne de l'entrain, c'est sympa. Voilà, c'est une façon pour vous de contribuer à la chaîne. Donc plusieurs façons. Donc les partages, voilà, ne serait-ce que les partages, ça contribue à la chaîne aussi, indirectement. Mais ça compte tout autant. Donc il vous suffit, par exemple, c'est gratuit ça, hein. Il vous suffit de partager sur les réseaux sociaux. Et ça fait connaître la chaîne, donc ça rend service à la chaîne. Donc merci à ceux qui partagent. Et puis les petits likes, donc ça c'est pour les algorithmes de YouTube, ça rend aussi service. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez être notifié des prochaines publications, n'hésitez pas à le faire. Je crois que j'ai été complet, vous avez les liens dans la description si vous voulez compléter justement. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.